contenus vidéo, il y a des contenus texte, ils peuvent fonctionner en ligne. Ils peuvent être transférés sur une simple clé USB. On peut le lire sur un très vieux ordinateur qui n'a même pas le temps, du moment qu'il a un navigateur. Et on peut aussi le lire sur une liseuse. Et en fait, dans les publics, là où il y en a des besoins en formation, il y a déjà le World Media Programme qui distribue des millions de liseuses, notamment en Afrique subsaharienne. Donc ils sont déjà équipés. Mais pour l'instant, c'est des œuvres littéraires. Et si on passait à des choses de plus en plus complexes de type les manuels numériques qui ont été décrits par Jérôme, on pourrait peut-être justement ouvrir un peu l'éducation par rapport à ça et vraiment situer la ressource libre là où il faut. Parce qu'on a tous besoin, mais il y a des endroits où on a plus besoin que d'autres. Et une des grandes problématiques, et c'est pour ça que c'était pris en charge par l'UNESCO, c'était de dire ils peuvent répondre à des problématiques dans des pays en voie de développement, par exemple, où il n'y a pas suffisamment d'universités pour pouvoir répondre aux besoins de tout le public d'apprentissage. Donc je trouve qu'il est bien intéressant de réfléchir sur son contexte local, son contexte national, mais toujours garder ça dans un contexte international, de dire qu'est-ce qu'on souhaite obtenir avec la diffusion et la valorisation de ces ressources éducatives. Les questions de forme et efficacité. Je remercie d'abord mon ami Simon pour la collaboration et pour vraiment la disponibilité. En fait, on continue à collaborer pour avoir un maximum d'outils à disposition et pour mettre à disposition tous ces formats pour les enseignants et les étudiants surtout. Mais j'aimerais pas qu'il y ait une réticence en fait, parce qu'on parle beaucoup de nouvelles technologies, ces nouveaux formats et tout, mais ça fait quand même peur. Je dirais que ça ne sera qu'un moyen pour partager, pour diffuser ces ressources. Donc il y aura donc un travail technique, d'accord, mais tout ce qui est pédagogique, donc ça va être vraiment transparent, il n'y aura pas de souci du côté de l'enseignant. Donc l'enseignant n'a qu'à remplir le formulaire, et ça sera automatiquement envoyé donc, à l'administrateur et il aura donc son espace à lui, il aura donc les ressources à son nom, bien sûr, diffusées et partagées. Maintenant, si on souhaite aller plus loin donc, et maîtriser ces outils ou bien voir qu'est-ce qu'on pourra faire avec ces formats et ces nouvelles fonctionnalités, on pourra, même à distance, donc, organiser des ateliers, donc, du coup, ateliers donc, de formation pour que les intéressants, pour les intéressés pourront donc suivre à distance ou bien les traces de leurs ressources partagées. Voilà. Au contraire, mais juste une petite question, mais sur cette plateforme, si on va publier des cours, la seule crédibilité de ces cours sera le nom de l'auteur. Comment vérifier? J'ai raison de poser cette question. Comment vérifier? Voilà le contenu de cours. Ça va être juste. Le fait de publier comme on le fait de façon classique dans des revues indexées, c'est une sorte de garantie parce que ça passe par un jury, l'éditeur qui va contrôler ça et tout. Mais sur ce genre de plateforme, quand on va déposer de l'information, comment garantir que cette information est vraie, de qualité? Ça va être juste pour le moment, non, parce que il va y avoir la fiche de renseignement qui sera remplie, ça va être juste le nom de l'auteur. Pour les métadonnées. Pour le cours, qu'est-ce qui va, elle te dit, qu'est-ce qui va garantir la qualité ou la fiabilité des données. J'en sais normalement, dans les facultés, qu'est-ce qui nous garantit la fiabilité des cours qui sont donnés? Il n'y a aucun moyen de contrôle. C'est la même chose qu'en la réalité.
nous n'avons pas des inspecteurs, comme par exemple le secondaire ou à la primaire, il y a des inspecteurs qui inspectent. Mais c'est un cours qui sera dispensé en ligne. Oui. C'est pas en classe. Ici, il y a l'université de source. C'est publié, donc c'est garanti que c'est authentique aux normes. Est-ce que vous contrôlez le cours par compilation, par exemple, le contenu? Est-ce que vous contrôlez par compilation? Non, Inès, elle est Compilation, logiciel anti-plagiat, je sais pas. D'accord, donc je ne vois pas faire quoi. Est-ce que vous contrôlez par compilation, par exemple, logiciel anti-plagiat? C'est comme ça. Oui. Non, pour les cours. Quand même. Non, il faut mentionner, quand même. Techniquement, comment ça se passe en fait? Pour chaque formulaire, pour chaque métadonnée, il y aura un espace de cours, disons. Parce que je ne pourrais pas l'appeler autrement sur la plateforme. Donc, un espace de cours, donc doté des fonctionnalités et tout. Et maintenant, comment le décrire? Comment ça dépend de ce que vous allez mentionner dans la fiche des métadonnées. La question, c'est la qualité de la ressource. C'est l'enseignant. Mais une autre question. Non, une deuxième question, ça marche. Peut-être pour. Y a-t-il une place, une page où il y a des commentaires, où il y a des commentaires pour critiquer, pour commenter, pour voter. Voilà. Nombre de likes, de votes. On peut évaluer ça. Ça rentre dans le cadre de l'évaluation. Je pose la question. C'est une plateforme qui est en cours de construction. Donc toutes les réflexions ne peuvent que nous faire avancer. Ce que je voulais faire comme, encore une fois, analogie, c'est ce qui se passe au niveau de Wikipédia. Dans Wikipédia, chacun et chacune d'entre nous pourrait contribuer par un article. Et évidemment, tous les articles ne restent pas, ne persistent pas sur Wikipédia. Donc, je pense que avoir un rôle d'administration à travers lequel un contrôle des contenus devrait être assuré est indispensable. Et des idées telles que celles présentées peuvent bien sûr y contribuer. Parce que pour arriver à juger la qualité de l'un des cours qui vont être déposés, je peux d'une part me fier à qui en est l'auteur, parce que finalement ça reste quelque chose de visible à partir d'un certain moment, mais aussi on peut se baser sur le genre de commentaires et le nombre d'accès et le degré d'utilisation qui ne peuvent que nous aider à nous assurer soit de la bonne ou de la moins bonne qualité des différentes ressources. Oui. Je viens d'accéder à la plateforme en tant qu'administrateur maintenant. Donc tout à l'heure, je vous ai montré l'environnement, mais il n'y avait pas toutes ces fonctionnalités. Maintenant, avec un compte, avec pouvoir, disons, que ce soit administrateur, que ce soit un enseignant-éditeur, parce qu'on va attribuer aussi des comptes pareils. Donc là, on a la possibilité de rajouter des forums ou bien d'autres outils qui puissent donc participer à une évaluation, disons, formative et non formative, ou bien de critiquer. Ça dépend donc de ce qu'on a en fait sous les mains. Est-ce que, je ne sais pas, mais est-ce qu'un compte d'enseignant-éditeur permettra ça? Oui. Sauf qu'on donne les choses, donc, franchement, aux spécialistes de la matière. Donc, ce qu'on a d'abord, ce qu'on a voulu faire, c'est juste mettre une vitrine, donc des ressources éducatives classées par thème, par spécialité, et l'accès donc libre pour télécharger ou bien pour consulter, que ce soit en format PDF, que ce soit en format partager. Maintenant, avec, pardon? Ou partager. Bien sûr, ou bien partager, d'accord. Pour consulter, est-ce que... Et même avec ces... Pour pouvoir consulter, est-ce qu'on s'inscrit aussi pour pouvoir consulter? Est-ce qu'il faut s'inscrire pour partager? Justement, il y a deux possibilités. Soit un invité, donc anonyme, donc il consulte donc, les ressources sans pouvoir laisser, sans qu'il laisse des traces, donc on ne peut même pas suivre donc, la personne. Peut-être à travers l'adresse IP, on saura de quel établissement il fait partie. Soit avec un compte d'invité et authentification,
une libre authentification. Il n'a pas à demander donc un compte ou à nous écrire. Donc, il s'authentifie et là, à ce moment-là, on saura au moins, plus ou moins la personne. Donc, ça dépend donc de ce que vous allez décider, donc pédagogiquement. Mais en fait, avec ces genres de plateformes, il y a deux types de choses qu'on peut faire. Soit on dit dès le début, ok, on va avoir un processus de relecture de l'ensemble des contenus et du coup on va freiner, on va mettre que des choses qui sont validées de la qualité, ou on dit on va ramasser un maximum de contenu et c'est après qu'on va mettre de l'ordre ou du classement dans les... Donc il y a deux approches qui sont différentes. En fait, il y a différents rôles sur la plateforme. Pareil pour les enseignants. Soit on attribue donc aux auteurs de la ressource, disons, un compte avec pouvoir, donc il pourra donc naviguer normalement, rajouter des fonctionnalités, supprimer, ajouter, modifier et tout. Soit avec un simple pouvoir, un enseignant, donc juste pour consulter l'historique et tout, sans toucher donc aux fonctionnalités de son espace seulement. Donc tout dépend pédagogiquement de ce qu'on souhaite faire et ça c'est faisable, donc ça dépend. Soit on connaît donc la plateforme et on maîtrise l'outil, soit donc on est là juste pour partager donc la ressource et voilà, ça se passe comme ça. Et pour le deuxième cas de figure, il a le même rôle que l'étudiant, oui, l'enseignant. Normalement c'est comme fait. un apprenant. Donc là c'est, je me déconnecte et on va se retrouver avec un simple compte. Donc n'importe quel navigateur qui ne dispose pas d'un compte et d'un login et un mot de passe, il pourra quand même y accéder.